Donc, bonjour à tous, je suis donc Benjamin Rosor et je suis comme vous. En fait, je suis un produit, mais souvent je ne le sais pas. Alors je vous dis ça parce que si vous ne pensez pas que vos données valent de l'or, il y a des gens qui le pensent très fortement, qui sont plutôt dans la Silicon Valley, qui sont plutôt californiens, qui sont ce qu'on appelle les GAFA. Les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Si un service Internet est gratuit, c'est que c'est vous le produit. » Rien n'est gratuit sur Internet, même quand vous avez l'impression que c'est gratuit. Vous allez me dire, mais moi, en fait, j'utilise pas. Certains vont dire, j'utilise un peu Internet, mais finalement pas beaucoup. Je m'inscris jamais ou très peu à des services. Il faut savoir que rien qu'en naviguant sur Internet, vous laissez déjà des traces. Alors, ça va être des traces plus ou moins précises, mais ça va être des traces. Vous êtes dans votre navigateur, vous avez été voir un site comme au coffre, vous avez été voir un site de banque, eh bien vous avez quelqu'un qui a récupéré ces données-là et puis qui finit par avoir plein d'infos sur vous alors que vous n'avez même pas donné votre email, vous n'êtes même pas inscrit. Ça a juste fonctionné par ce qu'on appelle l'adresse IP, qui est votre numéro d'identification de votre box ou de votre modem Internet, et qui permet de savoir que vous qui habitez à Paris, en Île-de-France, à Montpellier, vous avez été sur tel site, tel site, tel site. Bref, on est tracé. Alors moi je dis, je suis sur Internet depuis 1997, et donc je fais partie de ces personnes qui pensent que ce n'est pas grave. Oui, la NSA nous écoute. Oui, les gens nous tracent. Oui, des gens font de l'argent avec ce qu'on fait sur Internet, mais je trouve que c'est pas grave, il faut juste le savoir. Ce qui est grave, c'est de ne pas en être conscient. J'ai un autre ami qui est aux Pays-Bas, à qui je disais, c'est quand même un tsunami, cette numérisation, la lubérisation, l'industrie part en éclats, on n'est plus sûr de rien, les emplois disparaissent, ce numérique, ça crée pas d'emplois, ça en détruit. Et ce copain de Biarritz, surfeur, me dit, tu sais, un tsunami, t'as deux solutions. Soit tu te mets en face, t'essaies de l'arrêter, t'es mort, soit tu prends ta planche et t'essaies de le surfer, et peut-être que tu vas survivre. Donc oui, c'est un tsunami, mais essayons plutôt de l'accompagner. Alors effectivement, dans le fait que je suis sur Internet depuis longtemps, j'ai fini par me dire, mais finalement, j'ai un patrimoine qui n'est plus un patrimoine physique. Je trouve que j'ai créé des entreprises, j'ai des enfants, j'ai une famille, et je n'ai plus rien. Moi, j'ai plus qu'une toute petite boîte avec les papiers là qu'on a à la maison, et on se dit, s'il y a un incendie, je prendrai cette boîte et je serai sauvé. En fait, je m'aperçois que l'assureur, il a tout numériquement, et donc bon, ça va me rassurer d'avoir ma boîte en courant, mais en l'occurrence, ça sert pas à grand-chose puisque tout est numérisé. Et donc, on a notre patrimoine qui est numérisé. Notre patrimoine n'est de moins en moins physique, il est de plus en plus numérique. Notre patrimoine personnel, notre identité numérique existe, notre identité est numérisée. Alors en France, vous avez ce qu'on appelle les noms de domaine. Les noms de domaine, c'est par exemple aucoffre.com, votrenom.com si vous l'avez déposé, .fr, ça coûte quelques dollars ou quelques euros. C'est pas une marque, vous ne l'achetez pas, vous le louez. Il faut savoir que sur Internet, vous louez beaucoup. Vous louez un nom de domaine. Vous louez tous les ans, vous renouvelez. Et vous louez à un organisme qui est mondial, qui est plutôt neutre, enfin en tout cas on croit. Et il faut ne pas oublier de le renouveler, parce que si un jour vous ne renouvelez pas, ben, ça part chez quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre sera à l'affût pour prendre ce nom de domaine. 55% des Français ont adopté le cloud. Ça, c'est des enquêtes qui tournent. Et là, vous allez me dire, ben moi non. Ben en fait, si. Si vous avez une boîte mail Orange, vous êtes dans le cloud. Si cette boîte mail, vous allez la chercher sur orange.fr, que vous cliquez sur la petite enveloppe, vous êtes dans le cloud. Être dans le cloud, c'est ça. C'est pas un truc mystérieux, c'est juste que toutes vos données sont ailleurs, elles sont plus sur votre ordinateur. Si vous avez une tablette, quelle que soit la marque, vous pouvez être à peu près sûr que la plupart de ce que vous faites, ça se passe à l'extérieur. Alors c'est à peu près normal, puisque de toute façon, la tablette, elle a très peu de puissance et très peu de stockage. Et comme vous avez plein d'informations, plein de photos, plein de trucs comme ça, en fait, petit à petit, au lieu de les stocker sur la tablette physiquement, ça part à l'extérieur. C'est ça le cloud. Hein. C'est pas un truc mystérieux, compliqué. C'est effectivement que nos données sont à l'extérieur. Il va y avoir un statut fiscal pour ce que j'appelle les petits sous. Ça, c'est un truc qui me fascine. On a des entreprises qui ont beaucoup de mal à se numériser. En tout cas, c'est ce qu'on nous explique. Ah, la numérisation des entreprises françaises, c'est compliqué, il faut financer ça, il faut subventionner ça. Le gouvernement est à fond là-dessus. Et quand vous demandez aux gens, mais t'as déjà vendu des trucs sur eBay ou t'as déjà vendu un truc sur Le Bon Coin? T'as déjà acheté un truc sur Le Bon Coin?
Vous vous rendez compte que quasiment tout le monde, un jour, a fait sa petite annonce, a fait sa petite photo de son petit objet pour le vendre. Et ça fait des petits sous. Les petits sous, ça peut être aussi des bons de réduction qui sont sur votre site e-commerce, la Fnac, Darty, tout ce que vous voulez. Ça, finalement, c'est un peu d'argent. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire des gens qui finissent par avoir un travail qui n'est pas un travail salarié, mais qui est une tâche qui est accomplie pour leur propre compte et qui est rémunérée. Un chauffeur Uber, c'est un particulier qui n'a pas de statut et qui va gagner quelques dizaines d'euros en faisant une course et qui va récupérer ses sous sur son compte Uber et qui va le mettre sur son compte en banque. Cette personne ne déclare pas ça aux impôts en général. Donc, notre ami le fisc français, qui a beaucoup de mal à récupérer l'impôt sur la société des grands groupes, on ne sait pas pourquoi. Alors que ça paraît si simple, tout est payé en carte bleue, il suffit de tracer les cartes bleues, normalement vous devez arriver à savoir quel chiffre d'affaires est fait par Google en France. Mais non, ça c'est pas possible, c'est compliqué. Je ne vous parle même pas de la TVA qui n'est jamais acquittée par ces grands groupes, la TVA comme la nôtre, c'est-à-dire que vous avez des entreprises françaises qui collectent la TVA à 20% et vous avez des entreprises mondiales qui collectent de la TVA à 5,5% pour le Luxembourg ou pour l'Irlande. Et donc le gouvernement s'est dit mais il faut que je récupère là ces petits sous. Et donc, il va y avoir un petit statut fiscal qui va apparaître où on vous dira, si vous avez plus de 5 000 euros par an générés par ces services-là, il faudra les déclarer. Alors, je vous dis, c'est important, ça, le coût du statut fiscal, parce que ça veut dire que ça devient un vrai patrimoine. Dans le projet qu'on a monté, Transmissio, en fait, on a beaucoup parlé avec les notaires et on leur disait, mais dites-moi, les notaires, quand vous avez quelqu'un qui vient pour une succession ou pour un testament, est-ce que vous lui dites, bon, est-ce que vous avez un compte Facebook? Est-ce que vous avez des images? Est-ce que vous avez des services? Est-ce que vous avez un compte au coffre, etc. Est-ce que vous avez des choses comme ça numérisées? Et le notaire dit, bah non, parce que de toute façon, c'est pas fiscalisable. Alors autant vous dire que nous, on est officier ministériel, notre boulot, c'est de récupérer pour le fisc, donc c'est pas fiscalisable, donc ça n'existe pas. Là, ça va commencer à exister. Et donc, en résumé, en moyenne, on a fait une étude, on possède une vingtaine de codes et accès pour des services. Là, vous avez droit à tout. Votre compte voyage SNCF, parce que vous avez réservé un jour un train, votre email, vos emails si vous en avez plusieurs, votre banque, vos banques, etc., etc. Si vous faites le calcul, en réfléchissant un peu, en vous posant, vous allez voir que vous allez assez rapidement aller à une vingtaine. Les gens qui sont très connectés sont plus à 100, 150, mais en moyenne, on va être à une vingtaine. On a donc un patrimoine numérique. Donc, je vous le redis, tout ce qu'on va avoir dans des archives, si vous avez des photos, les photos, vous savez qu'on fait de moins en moins d'albums photos, on met tout ça dans des sites, c'est hyper pratique, c'est gratuit, donc c'est vous le produit. Un jour, peut-être que vous verrez des campagnes de pub avec les photos de vos petits-enfants ou de vos enfants. Vous avez un blog, peut-être, vous avez plein de choses. Et vous avez évidemment des sites où vous avez laissé des choses physiques, de l'argent, des sommes. Et en fait, moi je dis, alors qu'on nous parle de l'assurance vie et de l'argent en déshérence, est-ce qu'il n'y a pas d'un risque d'actifs numériques en déshérence? Il y a un chiffre qui dit qu'il y a plus d'1 million de comptes Facebook de personnes mortes. Parce qu'en fait, Facebook, toujours sous le bon principe de vos données sont mon produit, refuse de fermer les comptes. Fermer un compte, un jour vous essayerez, c'est toujours très compliqué. Fermer un compte, quel qu'il soit, un compte mail, tout ça, pour trouver la petite case pour cocher, fermer ce compte, le faire disparaître, c'est toujours très compliqué. Pourquoi? Parce que si je reprends l'exemple de Facebook, si par exemple vous fermez un compte, ça fait une donnée en moins. Mais pire, si vous dites à un héritier quel qu'il soit, si il m'arrive quelque chose, mon compte Facebook, tu prends les codes et tu le récupères, alors vous casser la bonne logique statistique et comptable de nos amis de Facebook, puisque moi qui suis un homme de 50 ans, si je le passe à mon fils de 19 ans, évidemment, c'est plus du tout les mêmes statistiques. Donc on va avoir peut-être des actifs numériques en déshérence, ce sont de nos actifs. Alors nous, on a fait un parti pris, on s'est dit, vous savez qu'il y a des solutions de coffre-fort numérique. En France, on est les rois, on est un pays d'ingénieurs, donc on a des ingénieurs qui ont réfléchi au coffre-fort numérique, avec des gens qui ont beaucoup d'argent. La Caisse des dépôts et consignations a une solution, la Poste a une solution, et pourtant ces solutions ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que vous demandez aux gens d'Ocapost, pour prendre cet exemple-là, est-ce que votre solution de coffre-fort numérique fonctionne? Ils vous disent non, personne ne s'inscrit à ce truc-là. Alors on s'est dit, mais pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'ont pas envie de réunir le capital numérique dans un seul endroit, puisqu'ils ont tout un tas de services un peu partout. Si je mets des documents sur ma Dropbox,
pour prendre cet exemple, qui est une solution de cloud où on peut stocker des documents, je ne vais pas les sortir de là et aller les mettre sur le coffre-fort numérique que j'aurais pris à la poste. Donc l'important, c'est finalement pas le lieu de stockage, mais c'est bien les clés qui nous permettent d'accéder à ce contenu-là. Et donc on va se retrouver, nous, on a eu un parti pris, c'est de dire il faut qu'on conserve les clés, et les clés numériques c'est quoi? Les codes et les identifiants, et qu'on puisse les transmettre s'il y a un problème. Comment on les transmet? Alors, il y a plein de gens qui disent qu'il suffit de donner à une personne. Vous donnez, indiquez un nom, un mail, et hop, vous passez tout à tout le monde. Alors moi, ça fait un peu longtemps que je suis dans le numérique. Les gens qui ont une seconde vie numérique, j'en connais quelques-uns. Et donc, c'est pas sûr que la boîte email où il y a eu des conversations avec d'autres gens que les gens légitimes, ce soit très sympa que ce soit remis à l'épouse légitime, pour vous donner cet exemple que tout le monde comprendra. Et donc, en clair, l'idée, c'est de dire, j'ai une clé pour un service et je désigne un légataire pour ce service-là. Ça a été notre volonté. Et ça va nous permettre d'éviter le blocage des données, donc par les services américains, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des services américains. Notre ami nous a parlé de la puissance de la Chine. Quand ces services vont être chinois, quand Alibaba, qui est le géant mondial du e-commerce, qui commence à venir en France, va être notre principal supermarché, ça sera les Chinois à qui il faudra dire je veux récupérer mes données, puis mes bons d'achat, et puis mon numéro de carte bleue, et puis etc. Merci de me récupérer ça. Et là, ça va être peut-être plus compliqué. Je vous dis ça parce que j'ai eu une discussion avec le cabinet d'Axel Lemaire, qui est la ministre du numérique, et qui me disait mais quand même, vous êtes gonflés, la loi française s'applique à tous. Je dis, ah bon bah oui, la loi française, Google, s'ils font n'importe quoi, regardez, on a réussi à obtenir le droit à l'oubli, ils sont obligés de le faire. Alors en fait, ils sont pas du tout, ils sont obligés de mettre en place le système et puis ils font ce qu'ils veulent. Et puis je lui ai dit, oui, et c'est comme ça que vous allez récupérer tout l'impôt sur les sociétés et la TVA. Puisque vous pouvez leur faire tout ce que vous voulez à ces gens-là. Et la deuxième chose, c'est que nous, on a aussi un autre parti pris, c'est qu'on fait une garantie de transmission par notaire. Il se trouve qu'en France, on a un système, alors là sur le coup, qui est extrêmement réputé. Le système notarié français est répandu dans 85 pays dans le monde. Et la Chine a adopté ce système, je crois, il y a 2 ans. Alors les pays qui ne sont pas touchés par ce système-là, c'est les pays anglo-saxons, où vous n'avez pas en fait la relation notariée. Chez les anglo-saxons, chez les Américains, les Anglais, vous avez un homme de confiance de la famille à qui on donne les directives et cette personne est chargée d'appliquer les directives en cas de décès. Alors là, rapidement, juste pour vous montrer, ça c'était pour vous montrer comment ça se passait. En fait, l'idée c'est que on s'est dit qu'il fallait que ce soit simple, parce qu'il faut que ce soit un outil qui soit simple. Donc c'est un coffre-fort, c'est simple, on met ses mots de passe, ils sont protégés avec des niveaux de sécurité de la banque et des données de santé. Et puis après, en fait, on les sort du web. C'est parce que la meilleure des sécurités, vous savez que c'est pour éviter une attaque sur le web, c'est d'enlever les données du web. Donc en fait, vous avez une petite technique informatique qui fait que vous récupérez des données, puis vous les sortez, vous les transférez rapidement sur un autre serveur qui, lui, n'est pas relié au web. Et en fait, vous refermez la porte, quoi. Aujourd'hui, la loi est en train d'évoluer à vitesse grand V, puisque c'est le 19 janvier, donc dans quelques jours, que le projet de loi numérique va être étudié. Et dans ce projet de loi numérique, nouveau projet de loi numérique, il y a un article qui est l'article 28, me semble-t-il, qui parle de la mort numérique. Parce qu'effectivement, c'est devenu un sujet. Que deviennent les données, qui les récupère, etc. Et donc, le législateur, au départ, avait dit, en fait, c'est très simple, la personne décède, ses héritiers récupèrent les données. Donc nous, on s'est battu avec un petit groupe en disant mais non, vous pouvez pas faire ça. Il faut que les gens puissent être maîtres de leur identité numérique. Et donc c'est les gens qui doivent décider eux-mêmes de ce que ça doit devenir. Est-ce que ça doit être supprimé? Est-ce que ça doit être transmis? Est-ce que ça doit être transformé? On n'en sait rien, mais en tout cas, vous pouvez pas dire que c'est comme un capital ou un patrimoine normal. C'est pas un patrimoine normal. C'est comme si vous aviez une vraie identité numérique qui était transmise. Donc aujourd'hui, ça a un peu changé. Et donc, ça devrait être plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir décider vous-même de à qui vous transmettez ce capital. Comme le temps est compté, je vais conclure par le fait que Ocoffre propose avec nous une offre commune qui permet de justement s'assurer d'avoir ce registre testamentaire de transmission des données. Ça peut d'ailleurs commencer, à mon avis, sur votre compte Ocoffre.
Effectivement, que se passe-t-il si un jour vous n'avez plus la possibilité, en clair, parce que je vous ai parlé du décès, mais on pourrait parler de l'incapacité, on peut parler de plein de choses. En l'occurrence, vous n'avez plus la capacité de toucher ce compte-là. À qui ça revient pas. Et donc, là, on vous propose un service qui vous permet de placer ces données-là, ces clés, de les protéger, de les sauvegarder et surtout de bien définir à qui vous voulez transmettre service par service et non pas vous retrouver un jour par quelqu'un qui ne vous plaît pas, qui récupère ces données-là ou l'accès à ces informations-là. Voilà, merci.